Oula, déjà c'est chaud là. Juste là. Juste au pied des escaliers, on est à 1400 chocs secondes. Ce qui est assez élevé. Le radiamètre permet de mesurer le niveau de radiation. Il indique que l'endroit est effectivement contaminé. Bon là, toujours au bord, là je suis à 2000 encore. Hein. Lisière de l'eau, 2004, 2006, 2008, 3000, 4000, 5000. C'est complètement pourri là. Là c'est hallucinant. 5000 chocs secondes, c'est 50 fois le niveau de radioactivité naturelle. Vu le niveau radiamétrique là, c'est très contaminé, donc on ne sait pas ce qu'il y a comme radio-élément dedans, et leur radiotoxicité non plus. Mais c'est très dangereux, donc il faut éviter d'y mettre les doigts et de se sucer les doigts ou de se toucher avec ça. Là je suis monté à 16 000 chocs. C'est énorme. En termes de lieu, c'est équivalent à quoi comme zone? Là, on peut trouver ça dans l'environnement. Tchernobyl. Mais bon, comme ça, au bord d'une route, sous un pont, trouver des niveaux pareils, non. Sous un pont où tout le monde a accès en plus. Ben oui, parce qu'il y a plein de traces de pas. Il y a des gens qui doivent venir chercher des roseaux ou pêcher, je sais pas. Sans doute, il y en a qui pêchent. Hein. Là, dans le courant. L'accès de cette rivière devrait être fermé. Je ne devrais pas pouvoir être là à ce moment, maintenant. C'est une poubelle nucléaire en pleine nature, avec des niveaux d'irradiation énormes. Je pense aux gens qui ont dû construire le pont neuf là à côté. Ils ont dû prendre des bonnes doses et bien se contaminer. D'ailleurs, il faudrait qu'on parte là aussi pour limiter notre dose. Et c'est assez rare que ça m'arrive dans l'environnement de devoir quitter un lieu à cause de ça, quoi. À cause de... La rivière est contaminée depuis 50 ans. Le gouvernement a déjà fait évacuer de nombreux villages. Muslimovo est le dernier. Les maisons y sont détruites une à une. Seules quelques familles vivent encore au milieu des ruines. Là-haut, il y avait un internat. Jusqu'en 1991, les enfants des villages voisins y habitaient. C'était la seule école secondaire du district. Là, c'était leur endroit préféré. Ils s'y reposaient, pêchaient des poissons, jouaient, bronzaient. Et ici, c'est l'endroit le plus contaminé de Muslimovo. Les grand-mères venaient ici avec leurs oies. Elles restaient assises par terre toute la journée et elles étaient irradiées par le sol. Aujourd'hui, tous ces gens sont morts. Comment les autorités ont-elles pu laisser les enfants et tous les habitants du village sans les informer des dangers? L'internat a fermé et en 1993, le gouvernement de Boris Eltsine a décidé de dire la vérité. L'époque était à l'ouverture et au changement. La Russie avait des envies de transparence, oubliées depuis. Alexei Yablokov est un homme politique russe. Membre de l'Académie des sciences, il était le conseiller du président Eltsine sur les questions d'écologie. À l'époque soviétique, tout ce qui était lié au nucléaire était secret. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 a été l'une des causes de la politique de transparence de Gorbatchev. Le Parti communiste a reconnu qu'on ne pouvait plus vivre dans une société où tout était caché.
C'était dangereux, il fallait révéler certains secrets. L'industrie nucléaire a commencé à dire la vérité. Entre autres, Mayak était une entreprise secrète. Personne ne savait ce qui se passait là-bas. Les accidents ont été totalement cachés. On savait, grâce à certaines rumeurs, qu'il y avait là-bas des choses graves tenues secrètes. Les catastrophes de Mayak ont eu un impact sur la vie de dizaines de milliers de personnes. Alors nous avons commencé à en parler. Eltsine est arrivé au pouvoir sur cette vague de démocratisation. Il a vraiment été obligé de révéler les problèmes. Après la chute d'un régime politique, il y a toujours une courte période où le gouvernement dit la vérité. C'est ce qui s'est passé en Russie entre 91 et 95. Après, ça s'est à nouveau refermé. Depuis 1995, il est de nouveau très difficile d'obtenir des informations en Russie. À Muslimovo et le long de la rivière Tetcha, il reste aujourd'hui une génération entière sacrifiée au nom du secret nucléaire. Le gouvernement propose 1 million de roubles aux habitants pour quitter le village, soit environ 20 000 €. Ces indemnités ne permettent pas à tous de partir. Certains ont décidé de s'accrocher à cette terre qui est la leur. Combien de personnes de notre village sont déjà mortes de cancer? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Où aller? Avec nos petites retraites, nous resterons vivre ici jusqu'à notre mort, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que vous pouviez consommer? Ils disent qu'il faut amener tout de l'extérieur. Mais comment faire sans mon potager? Qu'est-ce que je peux acheter avec 80 € par mois? Et votre lait, vous le buvez souvent? Oui, c'est notre lait. Comment on pourrait ne pas le boire? Ils ont fait des examens, ils ont analysé le lait, l'eau, mais on n'a pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que c'était comme analyse? C'est un service de contrôle sanitaire qui vérifie ce que l'on mange. Presque tous les ans, ils viennent faire des analyses. Est-ce que vous avez eu les résultats? Ils ne nous disent rien, ils font des analyses pour eux. Nous faisons un prélèvement que nous envoyons au laboratoire. Les analyses que nous recevons sont sans équivoque. Le lait est contaminé. Il contient une quantité significative de césium-137, de tritium et de strontium-90, un élément radioactif qui se fixe sur les os. La consommation régulière de ce lait augmente les risques de cancer. À Tcheliabinsk, la grande ville voisine, se trouve le FIP, l'hôpital spécialisé dans le nucléaire, qui analyse le lait et où la population passe régulièrement des examens, sans jamais connaître les résultats. À notre grande surprise, le FIP accepte de nous recevoir. Nous sommes accueillis par Mira Kosenko. Elle est responsable du service d'épidémiologie et s'occupe donc de suivre l'état de santé des populations. Je voudrais que vous me racontiez en quoi consiste votre étude. Notre population est malheureusement un cas unique, car elle a subi l'impact de la radioactivité dans le milieu naturel. Les résultats des premières études ont été confirmés par nos recherches actuelles. Elle montre qu'il y a une relation évidente entre la dose d'irradiation reçue et le taux de cancer, ainsi que la mortalité due à ces cancers. Nous avons constitué un groupe d'individus comprenant des habitants des villages situés sur les bords de la Tetcha. Ce groupe est constitué d'environ 30 000 personnes. Aujourd'hui, nous les observons depuis 50 ans. Ce médecin avoue donc que la population de Muslimovo est étudiée depuis les années 50. Ils ont laissé volontairement plusieurs générations vivre en territoire contaminé. Les habitants de Muslimovo n'ont pas d'autre choix que de venir ici, chercher un maigre espoir de guérison.
Ils nous utilisent comme des cobayes. Ils ont érigé un monument à Kourtchatov, et nous, il ne nous reste que des croix. Tous les jours, il y a des funérailles chez nous à Muslimovo. Nous avons 5 ou 6 cimetières qui sont déjà pleins. Venez voir les cimetières, ils sont déjà pleins. L'année dernière, j'ai perdu mon fils. Il aurait eu 48 ans le 21 juin. Il est mort d'un cancer. Il aurait fallu nous prévenir depuis longtemps. Et puis nous déplacer. Nous vivons là-bas comme des cobayes. C'est peut-être pour ça qu'ils nous laissent vivre là-bas. C'est notre destin. Après de nombreuses demandes, nous obtenons enfin un rendez-vous avec un responsable politique de la région. Svetlana Kostina est adjointe du ministre de la Sécurité nucléaire de la province de Tcheliabinsk. Est-ce que c'est sans danger de vivre près de la rivière Techa? Oui. Aujourd'hui, il n'est pas dangereux d'habiter sur les bords de la rivière Techa. Précisons que sur toute sa longueur, il est interdit d'utiliser la rivière pour l'agriculture. On ne doit pas y aller. Les habitants qui vivent sur les bords de la Techa en sont informés, ils le savent et ils respectent les interdictions. Est-ce qu'il ne faut pas interdire aux gens d'habiter là-bas? Aujourd'hui, il n'y a pas de raison juridique liée au niveau de l'irradiation ambiante qui obligerait à évacuer les populations. Comme je l'ai déjà dit, le niveau de radiation est descendu sous le niveau défini par les normes internationales. Il n'y a donc aucune raison d'interdire aux populations de vivre là-bas. Officiellement, il n'y a donc pas de problème. Dans Muslimovo, les bords de la rivière Techa sont interdits d'accès. Mais les mesures de protection sont faibles. Les animaux et les habitants l'utilisent toujours. 75 fois plus que le rayonnement naturel. Avant de quitter la Russie, nous profitons de la nuit pour faire une expédition un peu spéciale. C'est gros ou pas? Ouais. Super. De retour au laboratoire de la CRIRAD, Christian prépare les analyses. Donc ça, c'est la terre que tu as prise sous le pont. Hein. Ça, c'est la terre de berge T1, sous le pont de la route M5. Bon, on va faire un premier comptage tout de suite et puis on l'affinera dans les jours qui viennent. Voilà. Donc c'est T1 T1. Ok. Les échantillons sont placés dans une chaîne de comptage. Ici. Elle va mesurer leur niveau de radioactivité et détecter la présence de certains radioéléments. Donc là, je l'ai centré sur le césium 137. Oui, mais c'est... Il n'y a pas photo.
Il y a une bonne contamination au césium-137. Hein. Ah oui, ça c'est plus que net. Hein. C'est même énorme. Après plusieurs jours, les résultats définitifs sont prêts. Alors, les analyses en laboratoire montrent d'abord qu'il y a toujours aujourd'hui une contamination importante de l'eau de la rivière Técha par du tritium, ce qui n'apparaît pas dans les publications officielles. Deuxièmement, cette contamination de l'eau a induit et continue à induire une forte accumulation, en particulier de césium-137 dans les terres des berges, avec des concentrations en césium qui transforment vraiment ces terres en déchets radioactifs. On a mesuré jusqu'à 180 000 becquerels par kilo dans la terre prélevée au niveau du pont. Et donc, évidemment, des doses de radiation pour les populations qui marchent sur ces sols qui sont importantes. Ensuite, puisqu'il y a une contamination de l'eau, des sols, il y a ensuite transfert vers la chaîne alimentaire, contamination des poissons. On a mesuré plus de 600 becquerels par kilo sec dans les poissons prélevés à Muslimovo. Contamination du lait, 24 becquerels par kilo en césium-137. Ce qui fait que la population qui vit à Muslimovo, à la fois par la radiation qui émane des terres, au bord de la Técha, par la contamination de la chaîne alimentaire, eh bien, elle est exposée à des doses qui sont tout à fait importantes. Vous avez dire que Muslimovo est un village contaminé? On peut vraiment se poser la question de savoir comment se fait-il que Muslimovo, aujourd'hui, ne soit pas évacué. Quelques jours plus tard, des analyses complémentaires montrent que les sédiments de la rivière Técha sont contaminés de manière importante par les radioéléments les plus toxiques, le plutonium 239 et 240. Le niveau atteint plus de 2200 becquerels par kilo, alors qu'il devrait être de 0. Le plutonium est l'explosif d'une bombe atomique. Militaires ou civils, les usines nucléaires ont tout un point commun. Elles produisent obligatoirement des déchets radioactifs, qu'elles rejettent en partie dans l'environnement. La France possède elle aussi son usine atomique. L'usine de retraitement des déchets de La Hague est du même type que celle de Mayak. Yannick Rousselet, de Greenpeace France, étudie depuis 20 ans l'impact de cette usine sur l'environnement. Ouais, donc là, en fait, on se trouve juste dans l'alignement de la sortie du tuyau de rejet radioactif, donc qui vient de l'usine Cogema de La Hague. Donc juste derrière moi, il y a l'usine Cogema, et puis ce tuyau, il part en mer, 4,5 km de conduite, et il se rejette à 1700 mètres de l'extrémité de la pointe de La Hague. Ici, en dessous, là, on a l'équivalent de 33 millions de fûts de 200 litres de déchets nucléaires qui, tous les ans, passent ici à travers donc ce tuyau et sont rejetés en mer. Si ces produits étaient conditionnés dans des fûts, depuis 1993, il serait formellement interdit de les rejeter. L'accord international de 1993 avait interdit les rejets radioactifs en mer, mais à partir des bateaux seulement. Cela peut sembler paradoxal, les rejets par les conduites terrestres restent bien légaux. La conduite de l'usine de La Hague rejette chaque jour 400 mètres cubes de déchets radioactifs dans les courants de la Manche. On peut mesurer certains éléments comme l'iode 129 jusque dans l'Arctique. Greenpeace a filmé ses équipes de plongeurs en train de faire des prélèvements sous-marins. Les analyses réalisées au laboratoire de la CRIRAD montrent que certains fonds marins sont devenus de véritables déchets radioactifs. Cette conduite rejette césium, cobalt et autres éléments que l'on retrouve ensuite dans toute la chaîne alimentaire, dans les algues, les crustacés, les mollusques. Suite à l'investigation considérable qu'on avait fait sur le tuyau et tout ce qu'on avait pu démontrer, on a eu l'idée de se dire, mais après tout, il y a aussi un autre émissaire qui pose problème, c'est les rejets gazeux. Donc là, on a dit, mais comment on pourrait faire? Alors on s'est dit, la meilleure solution pour se mettre à hauteur des cheminées, c'est d'utiliser des cerfs-volants. Donc on a pris de très très grands cerfs-volants, sur lesquels on a monté le long du câble un petit tuyau, et puis on a pompé l'air, on a pompé le gaz à la hauteur des cheminées, à l'extérieur de l'établissement, et regardez ce qu'il y a dans le panache. Et c'est là où on a trouvé des seuils extrêmement importants de dizaines de milliers de becquerels par litre d'air de tous les produits radioactifs rejetés par l'établissement de La Hague.
Finalement, ça n'avait jamais été mesuré, on était les premiers. Suite à ces mesures de krypton qu'on a fait dans l'environnement, on s'est dit quand même, ça serait bien de regarder un petit peu ce qui se passe concrètement. Et donc, on a utilisé pour ça un logiciel américain, qui est celui qu'utilise Kojima, pour regarder la dispersion de ce krypton 85. Et alors là, on a pris la source de krypton, qui part de cette cheminée, et on a regardé comment ça se disperse sur l'Europe. Et on s'aperçoit qu'en 2-3 jours, suivant la direction des vents, mais l'ensemble de l'Europe est concerné par ces rejets. On a fait des expériences où on peut mesurer, on peut fixer facilement le calendrier de cisaillage des combustibles de Kojima Lag sur le toit de l'université de Gand en Belgique ou sur le toit de l'université de Genève. Il faut voir que, en fait, ces rejets de lag, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent. C'est comme si on avait un problème sur une centrale nucléaire et que finalement, on avait un rejet permanent. On est en situation accidentelle permanente, mais légale. Les prélèvements faits autour de l'usine de La Hague ont été analysés par Bruno Charéron du laboratoire de la CRIRAD. Donc les prélèvements qui ont été faits par Greenpeace avec les cerfs-volants ont montré une activité très importante en krypton dans l'atmosphère au-dessus de La Hague, des bouffées de l'ordre de 90 000 becquerels par mètre cube. Et comme ces bouffées interviennent chaque fois qu'il y a de la dissolution, autrement dit en permanence durant les heures ouvrables, le fonctionnement de l'usine, il y a en moyenne des niveaux de krypton qui peuvent être, selon les mesures d'ailleurs d'Areva aujourd'hui, de l'ordre de 1000 becquerels par mètre cube, en permanence, en moyenne annuelle, dans certains villages autour de La Hague. Autrement dit, les gens autour de La Hague respirent en permanence du krypton radioactif, en clair de l'air radioactif. L'usine de La Hague est vraiment une des installations du monde qui a les autorisations les plus importantes. Si on regarde par exemple la quantité de krypton qui a été rejetée par l'ensemble de tous les essais d'armes nucléaires, les 500 essais atmosphériques d'armes nucléaires, c'est de cet ordre de grandeur. On voit que l'usine de La Hague, en une seule année, par exemple en 1999, a rejeté dans l'atmosphère plus de krypton 85 que toutes les explosions atomiques qui ont été faites pendant des décennies par l'homme. Et comme la période de ce gaz est de 10 ans, il s'accumule progressivement dans l'atmosphère. On le voit par exemple sur ce graphique. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les années 90 et 2000, la concentration en krypton radioactif dans l'atmosphère de l'hémisphère nord ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est dû au rejet des installations de retraitement, dont évidemment La Hague. Certains éléments radioactifs, comme le tritium ou le krypton 85, sont très difficilement piégeables. Il serait extrêmement coûteux de les récupérer. Mais l'usine de La Hague a l'autorisation de les rejeter en grande partie ou en totalité dans l'environnement. Cette autorisation est fixée par l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle toutes les installations. André-Claude Lacoste en est le directeur général. Alors, comment sont fixés les rejets de l'usine de La Hague? Oui. Alors, c'est un processus dans lequel l'exploitant, donc en l'occurrence Areva, nous écrit désormais pour dire voilà les rejets que nous souhaiterions faire. Alors, premièrement, nous faisons une étude technique en nous appuyant sur notre appui technique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, pour regarder si la demande est techniquement raisonnable. Est-ce que les rejets demandés correspondent à ce qui est raisonnable? Et puis nous faisons une deuxième étude. Est-ce que les rejets, tels qu'ils sont demandés, peuvent ou non avoir des conséquences sur la population alentour? Et nous essayons ensuite de fixer un niveau d'autorisation de rejet aussi faible qu'il est possible en tenant compte de ces deux éléments. Quand on cisaille les barres de combustible, on relâche des gaz rares, dont le krypton 85 par exemple. C'est typiquement un gaz qu'on ne peut pas piéger, et donc la norme va être proportionnelle à l'activité de l'usine. Est-ce que c'est correct? Face à une situation de ce genre, nous disons à Kojima, regardez la façon dont vous pouvez modifier vos processus, regardez la façon dont vous pouvez piéger tel ou tel rejet, et nous vous fixons telle échéance pour nous présenter les résultats de vos recherches. Est-ce qu'on peut piéger le krypton 85? Jusqu'à présent, non. Mais nous avons demandé à Kojima de chercher à réduire ses rejets sur ce genre de sujet. Ce n'est pas facile, ce que je veux dire. L'usine de La Hague a sa propre équipe qui fait des prélèvements et contrôle ses retombées radioactives. Nous rencontrons son responsable, accompagné du directeur de la communication du site. Est-ce que les rejets de l'usine contaminent l'environnement? Non,
je ne parlerai pas de contamination. Nos seuils de mesure sont tels que on détecte la radioactivité naturelle. Et donc, nous sommes dans le bruit de fond de la radioactivité naturelle. Donc, si on ne parle pas de contamination, on parle de quoi ? Moi, je parle d'absence d'impact. Enfin, il y a... Bon, enfin, on va la refaire, là, parce que je... Le responsable de la communication de l'usine intervient. La question, c'est est-ce que l'environnement est contaminé, quoi. Voilà. Oui. Donc, l'environnement, il n'est pas contaminé. Non, il n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé. Vous avez des traces, vous avez des traces, on trouve des traces dans l'environnement. Il n'y a pas de contamination. On comprend la gêne de ces employés d'Areva. Depuis la naissance de l'usine, on leur demande un exercice de communication impossible. Ils doivent reconnaître que cette exploitation rejette des déchets radioactifs dans l'environnement sans avoir le droit d'employer le mot contamination. Il y a seulement des traces. On sait qu'il y a des rejets radioactifs dans l'environnement, mais l'industrie nucléaire nous dit que ces rejets ne sont pas dangereux puisqu'ils sont en dessous des normes sanitaires. Le problème, c'est que lorsqu'Areva dit « nous sommes en dessous des normes », la bonne question, c'est est-ce que ces normes sont pertinentes ? Et le problème, c'est qu'elles ne le sont pas. Ces normes sont basées sur le modèle Hiroshima-Nagasaki, où là-bas, les gens ont été exposés à une irradiation intense, mais externe et très courte. À La Hague, ça n'a rien à voir. Les gens qui vivent autour respirent en permanence, mangent en permanence des éléments faiblement contaminés de l'air de la chaîne alimentaire. Et donc, leur corps reçoit à de très faibles niveaux, mais en permanence, des doses de radiation à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une contamination interne, chronique, à très faible niveau. C'est pas du tout le même système, c'est pas du tout le même modèle. Et on l'a bien vu, par exemple, à Tchernobyl. En se basant sur ce modèle d'Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques avaient dit « autour de Tchernobyl, on ne constatera jamais d'augmentation de cancer, c'est pas possible ». Et puis au bout de 5 ans, ils se sont aperçus qu'il y avait une épidémie massive de cancer de la thyroïde chez les très jeunes enfants. Et ils ont été obligés de reconnaître que le modèle était faux. Eh bien, autour des installations nucléaires, c'est le même problème. On applique un modèle de risque qui n'est pas représentatif. Donc il y a bien autour de La Hague un impact de contamination de l'environnement et il est très probable que ça conduise à un impact sanitaire. Et c'est pourquoi utiliser ce modèle pour prédire le nombre de gens qui auront un cancer autour de La Hague, c'est une absurdité scientifique. Être soumis à de faibles doses de radiation, ça augmente les risques de cancer. Ce ne sont pas les associations qui le disent, c'est la Commission internationale de protection radiologique. Cette commission considère, en ayant pris en compte les études qui existent sur l'homme, sur les animaux, que le modèle de risque sans seuil est le modèle le plus réaliste. Autrement dit, que considérer que toute dose, même très faible, augmente bien les risques de cancer, c'est le modèle qui rend le mieux compte de la réalité. Les usines de retraitement sont responsables de 80% des rejets radioactifs en Europe. Les associations environnementales et certains politiques vont jusqu'à remettre en cause leur nécessité. Pourquoi retraiter les déchets ? Notre enquête nous conduit à dresser un bilan précis de cette technologie qui est présentée comme un recyclage. Sur les plaquettes d'Areva, le cycle du combustible apparaît en circuit fermé. Les déchets ne sont même pas indiqués. Quand on recycle une bouteille en verre, on réutilise 100% de la matière. Qu'en est-il pour les déchets nucléaires ? Le groupe Areva joue la transparence et nous permet de visiter l'usine de La Hague avec Éric Blanc, son directeur. Nous enfilons la tenue des travailleurs du nucléaire, combinaison Areva, chaussettes Kojima et kit de sécurité. Les combustibles usés des 58 centrales françaises et de certains pays étrangers arrivent à La Hague par train et par route. Ils sont ensuite déchargés, dans des enceintes totalement hermétiques, par des robots. Tout contact avec le combustible serait mortel.
Voilà, donc là on va s'approcher de la cellule de déchargement elle-même. C'est cette cellule qu'on aperçoit à travers le hublot blindé ici. On aperçoit le pont de déchargement dont la pince est en train de descendre sur la tête de l'élément combustible. Et on va voir l'élément combustible lui-même qui va être soulevé. Après le déchargement, les combustibles sont placés dans des piscines en attendant d'être retraités. Ils doivent encore refroidir et perdre de leur activité. Voilà, donc c'est une des 4 piscines d'entreposage intermédiaire des éléments combustibles. Vous avez dans cette piscine 9 mètres d'eau, dont 4 mètres au-dessus des paniers nous protègent intégralement du rayonnement. L'eau en elle-même, elle est contaminée par les poussières qui viennent des réacteurs. Et l'eau est filtrée en permanence par les pompes que vous voyez le long des bassins. Combien de temps est-ce que les combustibles sont entreposés en fait? On estime qu'en moyenne, si je fais une moyenne, on les entrepose 5 années. La France a retraité des déchets étrangers, européens et japonais. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement les 1400 tonnes de combustible français qui arrivent ici chaque année. Quand ils quittent les piscines, ils sont cisaillés et dissous dans un bain d'acide nitrique. Ce procédé permet de séparer les différentes matières présentes dans les barres. Il reste à la fin 95% d'uranium, 1% de plutonium et 4% de déchets ultimes. La visite de cette usine démontre que le retraitement ne fait donc pas du tout disparaître la radioactivité comme beaucoup le pensent, mais il la concentre dans des déchets ultimes. Ils sont extrêmement dangereux car ils contiennent à eux seuls 99% de cette radioactivité. Ils sont coulés dans du verre fondu. Les containers de verre sont entreposés à La Hague dans des puits ventilés. Nous avons l'autorisation de les visiter. Si on prend l'exemple d'un réacteur de 1000 MW, ce réacteur va produire chaque année 20 tonnes de combustible usé. Et nous allons produire à partir de ces 20 tonnes de combustible entre 15 et 20 conteneurs de verre. Donc quelque part, un réacteur va fournir en termes de déchets de haute activité l'équivalent de cette surface au sol. Et si on transforme ça en parc nucléaire français, tout ce que la France consomme comme électricité nucléaire, 80%, eh bien, va générer chaque année uniquement cette surface en termes de déchets de haute activité. La surface des containers vitrifiés est effectivement faible. Mais certains de ces déchets de haute activité vont rester très dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Si on ne peut rien faire des déchets ultimes, le plutonium, lui, est réutilisable. Il contient énormément d'énergie. Il est mélangé à de l'uranium et constitue un nouveau combustible, le MOX. Ce combustible est effectivement réutilisé. Il alimente en partie une vingtaine de centrales en France. Mais le plus gros volume de matière récupéré lors du retraitement, c'est l'uranium. Il représente 95% des déchets. Nous devions filmer le site de Pierre-Latte où l'uranium de retraitement est entreposé. La veille du tournage, Areva a tout annulé. La seule question que nous leur posons est pourtant simple. Si le retraitement est réellement un recyclage, comment l'uranium est-il réutilisé? Nous n'avons plus l'autorisation d'entrer sur les sites nucléaires, mais Jacques-Emmanuel Saulnier, le porte-parole d'Areva, nous reçoit. Que devient l'uranium de retraitement d'EDF? Alors l'uranium de retraitement, il est entreposé sur le site de Pierre-Latte. Et au moment où le client souhaite le réutiliser, c'est une sorte de bas de laine qu'il se constitue, une réserve d'énergie, de matières premières, puisque le nucléaire a cette caractéristique que c'est une énergie recyclable. À partir du moment où le client nous le demande, alors ils sont envoyés dans des installations, soit aux Pays-Bas, soit en Russie, où là il va subir un nouveau processus d'enrichissement. Le groupe Areva ne dispose pas actuellement de ces technologies. Et donc, cet uranium issu du retraitement est envoyé dans les installations en Europe ou en Russie et est donc réinjecté ainsi dans le cycle. On envoie de l'uranium de retraitement qui est réenrichi. Oui. Qu'est-ce qui revient?
Alors ça, il faut que vous posiez la question aux clients, puisque nous transposons chez eux, à leurs destinataires, à leur demande, la matière pour qu'elle soit à nouveau enrichie et qu'ensuite elle soit transformée en combustible. Elle reste leur propriété. Il faut aller leur demander leur taux d'utilisation et la manière dont ils vont le réutiliser derrière. Le client en question, c'est EDF. L'uranium français part donc en Russie. Mais nous n'en saurons pas plus, ni de la part d'Areva, ni de celle d'EDF. Que devient exactement l'uranium de retraitement français? Nous décidons de retourner en Russie. À Moscou, nous retrouvons Vladimir Tchouprov de Greenpeace Russie. Il enquête depuis plusieurs années sur les trafics d'uranium entre la Russie et l'Europe. Les matières qui viennent de France partent en fait à Tomsk, au milieu de la Sibérie. Vladimir nous y accompagne. Nous comprenons l'incroyable périple de l'uranium de retraitement français. Il quitte Pierre-Latte dans le sud de la France, parcourt 900 km jusqu'au Havre en train, puis 3500 km jusqu'à Saint-Pétersbourg en bateau et encore 3200 km en train pour finir ici, au fin fond de la Sibérie. Quand elle arrive à Tomsk, cette matière dangereuse a parcouru près de 8000 km. Alexis Toropov est le contact de Vladimir à Tomsk. Il lui fournit toutes les informations sur les activités de la région. Il me semble que par là, il y a... Attention, ne parle pas trop fort, il ne faut pas que les cheminots nous repèrent et entendent ce qu'on dit. Ils transportent l'uranium et les matières radioactives dans la direction de Seversk. Les transports d'uranium ne s'arrêtent pas à Tomsk. Ils ne font que traverser la ville et se rendent à quelques kilomètres de là, dans le complexe nucléaire de Tomsk 7. Comme tous les centres atomiques russes, Tomsk 7 est une ville fermée aux étrangers. Alors c'est ça la ville secrète de Tomsk 7. Oui, on l'appelle aussi Seversk. Combien a-t-elle d'habitants? 125 000 environ. Elle est bien protégée. Oui. La ville secrète de Seversk et le complexe nucléaire sont entièrement entourés de barbelés. Et le territoire qui entoure l'usine a évidemment des protections supplémentaires. Derrière ces barrières infranchissables, l'uranium de retraitement français est enrichi, mais nous ne pourrons pas le voir. La Russie a accepté de faire ce travail depuis les années 90. L'enrichissement permet de fabriquer du nouveau combustible pour les centrales. À cette époque, le pays en faillite n'avait plus les moyens d'entretenir ses installations nucléaires, ni de payer son personnel. L'État et l'industrie nucléaire avaient donc proposé aux pays étrangers d'importer leur combustible irradié. Le développement de ce commerce de déchets radioactifs et de matières nucléaires a soulevé une forte opposition. Alexandre Dev est député de la Douma de Tomsk. Quel est le pouvoir des hommes politiques par rapport à l'importation des déchets? Nous ne pouvons qu'en discuter sans prendre aucune décision. Je suis député à l'Assemblée législative locale et même pour nous, les députés, tout est couvert par le secret. Notre seule source d'information est le communiqué de presse officiel des autorités régionales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est absolument anormal et à mon avis, c'est cette situation qui est responsable en grande partie des craintes et de la méfiance de la population. Elle proteste contre la collaboration entre la Russie et la France. Car à cause de tous ces secrets, beaucoup d'habitants de Tomsk sont persuadés que la France envoie ici ses déchets radioactifs pour les enterrer. Évidemment, les habitants de Tomsk ne peuvent pas s'en réjouir.
Les fonctionnaires du gouvernement et de l'industrie nucléaire doivent toucher des sommes très importantes pour l'importation de ces déchets radioactifs. Je pense que c'est une grave erreur et que la Russie ne doit pas signer de tels contrats. Depuis 1990, plusieurs centaines de tonnes d'uranium de retraitement français empruntent chaque année cette voie. Que deviennent-elles? Ça, c'est le train. Ça, c'est le train, oui. C'est celle-là. Creusez un peu sur l'image. Ça, c'est l'usine militaire avec les tours de refroidissement. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce qu'on cherche. Voilà le problème. Ce sont les conteneurs d'hexafluorure d'uranium stockés sur le territoire sibérien. Et comme vous pouvez le voir, chaque point représente un conteneur. Ils mesurent tous 10 mètres. C'est pour ça qu'on peut les voir du satellite. L'image de ces champs entiers de containers est impressionnante. Ils sont à ciel ouvert, sans protection particulière. Nous voulons avoir la confirmation qu'il s'agit bien de l'uranium et obtenir des détails sur l'activité de l'usine. Des journalistes français sont ici. Ce sont des journalistes de la division franco-allemande. Alexis, notre guide, essaie de convaincre des responsables et des officiels de nous rencontrer. Французские журналисты, Пятый канал, французско-германский канал. Они вас, да, интервьюируют Юрий Герасимович. Они будут, знаете, что, Юрий Герасимович, то есть их... Все ли журналисты, поэтому они могут... Окей. Bonne nouvelle. Yuri Zubkov va répondre à nos questions. Il dirige le département de la sécurité et du contrôle radiologique de la ville de Tomsk. Comme nous n'avons pas d'autorisation pour aller à Tomsk 7, nous allons vous montrer quelques photos pour que vous nous expliquiez ce que vous voyez. Oui, voici la ville de Seversk. Là, ce sont les terrains de stockage, les voilà. Et ça, c'est le lieu de stockage des containers d'hexafluorure d'uranium. C'est pas dangereux comme stockage. Il ne doit pas y avoir de danger. S'il avait fallu un toit, il l'aurait construit. Donc il n'y a pas de risque pour l'environnement ou la santé? Non, parce qu'il n'y a pas de fuite. Ces containers sont étanches. Le risque, c'est seulement qu'un avion s'écrase dessus. Dans ce cas, il y aura un nuage contaminé. Mais c'est loin des quartiers habités. Pour être franc, on a un territoire tellement immense que quelques hectares soient occupés par ces containers, moi personnellement, ça ne m'inquiète pas. Alors, que devient l'uranium français une fois qu'il est arrivé ici? Ici, on le transforme. On le transvase des containers utilisés pour le transport dans des containers locaux. Ensuite, on l'enrichit en uranium 235 pour pouvoir en faire du combustible pour les centrales nucléaires. Après la transformation, ce combustible est renvoyé en France sous forme de gaz enrichi. Ça veut dire que la totalité de l'uranium qui arrive de France retourne là-bas? Non, pas du tout. 80%, même peut-être plus, je ne connais pas le chiffre exact, mais 80% environ de l'uranium appauvri reste ici. Il est stocké sur notre site. Voilà l'information que nous cherchions. La France abandonne des tonnes d'uranium appauvri au fond de la Sibérie. Il est peu radioactif, mais constitue une forme de déchet qu'il faut surveiller et conserver dans de bonnes conditions. De retour en France, nous sollicitons de nouveau EDF. Ils finissent par confirmer l'information découverte en Russie.
Les tels d'uranium, c'est-à-dire la matière qui reste après enrichissement, est laissée en Sibérie et devient la propriété des Russes. Elle représente 90% de la matière. Cette nouvelle donnée change le bilan du recyclage. Lors de l'enrichissement de l'uranium, 90% de celui-ci n'est pas réutilisé. Après calcul, le retraitement des déchets ne permet donc de recycler que 10% de la matière. On est très loin des 96% annoncés par Areva, qui utilise ce chiffre pour présenter l'énergie nucléaire comme une énergie recyclable. Ce faible taux de recyclage se fait en plus au prix de transports dangereux, de pollution et de rejets radioactifs dans l'environnement. Le choix du retraitement est donc discutable. Seuls 3 pays dans le monde ont opté pour cette pratique: la France, l'Angleterre et le Japon. Les autres n'ont pas pour autant réglé le problème des déchets. Aux États-Unis, les barres de combustible irradiés sont placées dans des containers renforcés, stockés aux alentours des centrales. Cette pratique est pour beaucoup de scientifiques la meilleure. Elle évite les manipulations et les transports. Mais la technique la moins coûteuse et la plus répandue à travers le monde est de laisser tout simplement les combustibles irradiés dans de grandes piscines, en attente d'une éventuelle solution. Bob Alvarez a travaillé à Washington, au Sénat, comme enquêteur sur les sites nucléaires. Ancien conseiller énergie de Bill Clinton, il a étudié les risques du stockage en piscine. Eh bien, mes collègues et moi, nous avons écrit un rapport en 2003 dans lequel nous étudions les documents des 25 dernières années concernant la sécurité des déchets radioactifs. Nous avons poussé la logique à l'extrême pour imaginer ce qui arriverait en cas d'acte terroriste. Et le problème majeur est que ces combustibles sont stockés dans des piscines. Et s'il n'y a plus d'eau, le combustible s'échauffe et s'enflamme. Un tel incendie de déchets radioactifs libérerait d'énormes quantités de radiation dans l'air et provoquerait une contamination 4 fois supérieure à celle relevée à Tchernobyl. Les populations devraient quitter leur habitation avec l'interdiction d'y revenir, et ce sur une étendue équivalente à 4 fois celle de Tchernobyl. Bien entendu, nous avons été dénoncés et attaqués par l'industrie nucléaire et par le gouvernement. Et le Congrès a demandé à l'Académie nationale des sciences d'étudier ce problème. Et en 2005, l'Académie a déclaré que nous avions raison, qu'on ne pouvait ignorer ce problème et qu'il fallait s'en occuper plus sérieusement. Les piscines de déchets radioactifs ont été reconnues par l'Allemagne et la Suisse comme un risque inacceptable à cause du danger de crash aériens ou d'actes terroristes. L'Allemagne en particulier a placé ces déchets dans des lieux de stockage à sec. Des containers en béton sont placés dans les flancs des collines. Et s'ils ne peuvent pas être stockés dans les flancs des collines, ils les stockent dans des bâtiments en béton très épais. Et cela pour éviter la destruction du lieu et la propagation des déchets en cas de crash d'un avion. Notre gouvernement refuse de le faire, principalement pour des raisons financières. Les Français, comme vous le savez, à La Hague, ont beaucoup de déchets nucléaires dans des piscines. Leur idée en cas d'attaque, c'est d'utiliser leurs canons antiaériens. Nous n'avons pas cela aux États-Unis. Au moins 450 piscines contenant des déchets radioactifs sont dispersées dans tous les pays nucléarisés. Chaque centrale nucléaire et chaque usine de retraitement en possède au moins une. Autant de lieux ultra sensibles à surveiller. Les dangers liés aux déchets nucléaires apparaissent de plus en plus graves. L'industrie améliore ses systèmes de protection, comme dans le transport par exemple, mais le terrorisme international fait courir des risques que nous n'imaginions pas avant. Le problème des déchets radioactifs prend de l'ampleur. Corinne Lepage a été ministre de l'Environnement en France. Sa responsabilité lui a permis d'avoir une vision éclairée des questions que pose le nucléaire. On est parti sur cette technologie
en faisant un pari, c'est celui de savoir traiter les déchets. Ce pari, il a été lancé dans les années 70, nous sommes en 2010 bientôt, et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard. On n'a pas trouvé de solution pour les déchets. Le traitement des déchets, cela pourrait être effectivement la réutilisation massive du déchet nucléaire, ce n'est pas le cas avec le MOX, ou ça pourrait être un instrument permettant d'incinérer les déchets nucléaires, ça n'existe pas. Et donc pour l'instant on est collé avec ça. Alors c'est pour ça que ce n'est pas une filière durable, au sens auquel on entend aujourd'hui les filières durables. Et en ce qui concerne le nucléaire, il y a une religion, je dirais en France, partagée par l'essentiel de la classe politique de droite et de gauche. Et aujourd'hui alimentée par la question du changement climatique sur le fait que le nucléaire va nous sauver. Donc c'est quasiment religieux, vous voyez, et donc c'est très très difficile, même sans, encore une fois, moi je ne fais pas partie des antinucléaires de base. Je ne suis pas a priori contre la technologie nucléaire, je pense qu'elle pose beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûre qu'elle soit économiquement rentable. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle est à l'origine de beaucoup des maux MAUX de la société française, du fait de l'opacité, du secret dans lequel le système s'est enferré, qui a débordé sur plein d'autres choses, parce qu'il fallait cacher le fait que c'était fait pour le nucléaire. Et deuxièmement, c'est à l'origine d'une partie de nos difficultés économiques actuelles, dans la mesure où le fait que nous ayons tout misé sur le nucléaire a fait qu'on n'a pas développé les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, etc., etc., et que notre industrie est en retard. Même si le choix du nucléaire est remis en cause, il échappe aux populations. Il lui a été imposé depuis ses débuts. Mais qui décide vraiment de ces orientations qui entraînent tout un pays pour des décennies? Qui détient le pouvoir nucléaire en France? Michael Schneider est analyste international sur les questions d'énergie et de nucléaire. La politique énergétique en France est inventée et développée sous la responsabilité du corps des mines, et non pas des politiques. Le corps des mines, c'est quoi? C'est l'élite de l'élite du système français des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire, c'est la première douzaine qui sort de l'école polytechnique, plus une star de l'école normale supérieure ou d'autres écoles, mais moins de 20 par an. Et ces gens-là occupent l'ensemble des postes qui sont importants pour la mise en place de la politique énergétique. C'est-à-dire les directions au niveau des ministères clés, c'est-à-dire l'industrie, la recherche, l'environnement, mais aussi au niveau politique, c'est-à-dire Premier ministre, présidence de la République. Et puis il y a le secteur industriel, c'est-à-dire le patron ou la patronne aujourd'hui d'Areva, bien entendu, le CEA, les postes importants au niveau d'EDF. Et ce sont des postes qui appartiennent, si j'ose dire, au corps des mines. Les politiques ne s'intéressent absolument pas à ce secteur. C'est-à-dire il est laissé au corps des mines. Et donc la formation, si j'ose dire, des politiques aux questions énergétiques est une catastrophe. Le débat de la présidentielle entre Ségolène Royal et M. Sarkozy a été un exemple vraiment phénoménal de cette problématique. C'est-à-dire il y a deux personnes qui sont candidats à la plus haute fonction de l'État qui discutent d'un sujet dont ils n'ont pas la moindre idée conceptuelle. Ça montre à quel point la politique a complètement abandonné l'ensemble du secteur énergétique à un groupe de technocrates. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le choix? Quelle est cette part? Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la France vous à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire. Alors, non, de combien nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Non. 17% non, ce seulement. n'est pas exact. 17% ce n'est pas exact, seulement madame. De l'électricité est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est écoutez, pas exact. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête? Du jour au lendemain, on ne va pas fermer les centrales nucléaires. Donc vous confirmez en revanche, EPR? En revanche, non,
Je suspends l'EPR dès que je suis élu. C'est-à-dire Pourquoi? vous suspendez les nouvelles centrales, c'est-à-dire que vous prolongez les vieilles. Mais l'EPR n'est pas une nouvelle, n'est pas une centrale. Bien sûr. Mais vous mélangez tout. L'EPR est un prototype. L'EPR est le prototype de quelle génération? Ce n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. Non, c'est la 3e génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent, mais personne ne leur explique. On fait croire aux populations depuis le début que le nucléaire, c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux faire confiance aux ingénieurs. Renaud, à bord de Châtillon, est l'un des rares ingénieurs du corps des mines à accepter de parler. Ce système, c'est un peu, il n'y a qu'une seule tête. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'un corps a décidé de faire quelque chose, finalement, on s'aperçoit que le pouvoir politique le suit. C'est le système français. C'était le système des corps qui s'apparente à une aristocratie républicaine. Simplement, quand on dit aristocratie, c'est pas très démocratie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait la richesse des sociétés? C'est l'innovation. C'est-à-dire, qui aurait prévu il y a 20 ans que Google existerait? Qui aurait prévu il y a 30 ans qu'Internet existerait? Donc c'est ça qui fait la richesse des sociétés de demain. Or, les corps ont du mal à développer des innovateurs en leur sein. Alors, la richesse d'une société, c'est l'innovation. Et l'innovation, à mon sens, suppose un lien extrêmement étroit avec la démocratie. C'est-à-dire que vous ne faites pas une innovation contre la population, vous faites une innovation pour la population. Et la population doit accepter votre innovation. Si vous voulez, le nucléaire, par la puissance importante qu'il recèle, peut avoir tendance à se dire, finalement, non, je ne vais pas m'encombrer avec les démocraties, j'ai un accès direct au pouvoir politique, donc tout ça c'est du temps perdu, il faut avancer. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il faut avancer, il n'avance pas. Actuellement, y a-t-il des exemples de redémarrage du nucléaire dans le monde? Pas vraiment, par rapport à ce que ça pourrait être. Elle a une chance incroyable, cette industrie. Attendez, prix du pétrole en forte hausse, problème d'effet de serre. Donc cette industrie, elle a, je dirais, plus qu'un boulevard devant elle. C'est une autoroute à 15 voies qu'elle a devant elle. Simplement, elle doit résoudre 2 problèmes. La sécurité, 3 problèmes. La sécurité, la démocratie et les déchets. L'histoire montre que les populations ont été systématiquement désinformées. Dans tous les pays nucléarisés, le secret qui entoure le nucléaire a soulevé des vagues de contestation. Les mouvements d'opposition ont réclamé plus de démocratie. Après des décennies de confrontation à travers le monde, certains États comme l'Allemagne, la Belgique et l'Italie ont décidé de tenir compte de la volonté de leur population. Ils ont déclenché de grands débats qui ont abouti à la sortie du nucléaire. Le 14 juin 2000, le chancelier allemand Gerhard Schröder fait une annonce qui marquera l'histoire. Le pays va progressivement arrêter sa production d'électricité nucléaire. Wir haben uns darauf geeinigt, dass rund 2500 Terawatt aus den verbleibenden Kernkraftwerken produziert werden. Ich will nicht herumreden, das entspricht einer Laufzeit von 32 Jahren. Das liegt also oberhalb dessen, was die Bundesregierung bereit war, zunächst zuzugestehen. Aber wie das in Verhandlungen so ist, muss man sich aufeinander zubewegen. Das liegt unterhalb dessen, was die Wünsche der Industrie waren. Aber ich halte das für einen außerordentlich vernünftigen Kompromiss. La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne ne résout pas pour autant le problème des déchets qu'ils ont produits. D'énormes quantités de combustibles irradiés ont été envoyés en France pour y être retraités. Et les Allemands doivent aujourd'hui récupérer les résidus du retraitement, des déchets vitrifiés de très haute activité. Chaque année, un convoi part de France et conduit ces containers de déchets vers le site de Gorleben. Ces transports focalisent la lutte antinucléaire et sont systématiquement le théâtre de nombreuses manifestations et affrontements. Certains trains ont dû être protégés par plus de 15 000 policiers. Ces manifestations très spectaculaires sont en fait le reflet des inquiétudes de la population face au nucléaire.
La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne est fragile et risque d'être remise en cause à chaque grande élection. La peur que créent les déchets radioactifs pèse lourd. L'industrie nucléaire doit proposer une solution pour regagner la confiance des populations. La recherche actuelle annonce qu'elle aura peut-être un début de solution en 2050 avec la transmutation. En attendant, la proposition la plus moderne est de les enfouir sous terre. Le site de Bure, dans la Meuse, a été choisi pour installer un laboratoire unique au monde. Une équipe de scientifiques teste ici la possibilité de stocker les déchets radioactifs en très grande profondeur. Voilà, on y va. C'est parti. Voilà, donc on va descendre à 490 mètres. C'est au milieu de la couche d'argile que l'on étudie. Cette couche d'argile se situe entre moins 422 et moins 552 mètres. Actuellement, Jacques Delay, le chef du service scientifique du laboratoire, et Marc-Antoine Martin, responsable de la communication, nous font visiter les lieux. Actuellement, il doit y avoir 30-35 personnes. La réception. Aucun déchet radioactif ne sera gardé dans le laboratoire de Bure. Ce n'est qu'un site expérimental. Si les recherches sont concluantes, un vrai site de stockage définitif sera creusé dans les environs. Ce laboratoire se trouve au milieu d'une énorme bulle d'argile, choisie pour son caractère imperméable. On va installer dans cette couche géologique les déchets nucléaires. Donc on va stocker les déchets nucléaires de haute activité vie longue et de moyenne activité vie longue. Donc des déchets fortement radioactifs. Les déchets les plus radioactifs. Alors ce que l'on étudie ici, ce sont en fait les propriétés de confinement de la roche. Pour confiner sur de très longue période, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, la radioactivité. Pourquoi? Parce que ces déchets sont dangereux? Ce sont évidemment des déchets très dangereux. Et au bout de certain nombre de milliers d'années, les colis de déchets seront soumis à une dégradation. Et donc, il faut que la roche assure un confinement de tous les produits radioactifs de façon à ce qu'ils restent confinés le temps de la décroissance radioactive. Le béton, l'inox et le verre qui enferment la radioactivité finiront par disparaître. Les déchets seront relâchés et traverseront lentement la couche d'argile pour remonter à la surface. Les déchets seront dangereux au moins 200 000 ans. Ils ne doivent pas ressortir dans la nature avant. Les calculs des ingénieurs et leurs choix sont d'une importance capitale pour l'avenir. Dans 100 ou 200 ans, les galeries contenant les déchets seront certainement rebouchées. Il ne sera alors plus possible de faire marche arrière. Alors il faut bien voir que donc, le stockage, s'il est construit dans les années 2025-2030, a environ 70 ans à un siècle d'exploitation. Au bout de cette phase d'exploitation, 70 ans, un siècle, eh bien, ce site sera surveillé pendant peut-être encore 200 ans derrière. Au-delà, s'il peut continuer à être surveillé, il sera surveillé, mais il est possible que la mémoire soit perdue. Et donc il est important que le stockage en lui-même soit sûr, de sorte que même si la mémoire était perdue, eh bien, il ne puisse pas arriver quelque chose de dommageable. On peut imaginer qu'un jour, quelqu'un fasse de l'archéologie et redécouvre ces fûts? C'est une bonne question. On a eu cette question de la mémoire qui est venue souvent de la part du public. Et on a eu deux opinions qui sont apparues un peu spontanément dans les débats. Des gens qui ont dit non, le stockage, il faut absolument qu'on le marque en surface par des œuvres gigantesques, peut-être par de l'art, parce que l'art, on le préserve, on s'en souvient, c'est beau, par des pyramides, des choses comme ça. Et comme ça, les hommes du futur se souviendront que là, il y a un stockage. Et puis il y a eu d'autres opinions, des gens dans la foule, qui ont dit mais non, au contraire, il faut banaliser, parce que si on laisse une trace, et si on ne l'oublie pas, alors l'homme du futur sera aussi curieux que nous et il y aura un archéologue du futur qui va se précipiter pour aller chercher le stockage. Alors après, ça c'est presque de la poésie, j'ai envie de dire. On est dans la science-fiction. Toujours est-il que là, chacun peut avoir tort ou a raison. Ça, je vous donne rendez-vous dans 100 000 ans pour le savoir. Mais dans tous les cas, on en revient à cette question de la mémoire ou de la confiance. Est-ce qu'il faut mieux faire confiance à l'homme, à la société, pour gérer les déchets ou à la géologie? C'est aussi ça la logique du stockage. Aller chercher de la stabilité en profondeur, quoi qu'il advienne en surface. À quoi ressemblera ce paysage dans 200 000 ans?
Y aura-t-il une ville, une mer de glace, un océan ou un champ de fleurs comme aujourd'hui? Le nucléaire est la seule activité humaine qui nous demande de nous projeter sur de telles durées. 200 000 ans. Ce sont plus de 6 000 générations qu'il faut mettre à l'abri de nos activités actuelles. Les ingénieurs ont l'air sûrs d'eux, mais leur responsabilité est énorme. 6 000 générations à qui ils ont le devoir de garantir la sécurité. Pouvons-nous leur faire confiance? Bernard Bigot est haut-commissaire à l'énergie atomique en France. Il est conseiller scientifique et technique du président de la République et du gouvernement. Lorsque les constructeurs de cathédrales ont empilé les premières pierres pour construire les édifices que nous bénéficions aujourd'hui, ils n'ont pas construit la cathédrale pour qu'effectivement, à la fin de leur vie, ils la voient réduite en poussière. Ils avaient confiance dans la qualité des matériaux qu'ils utilisaient et la capacité que ceux-ci traversent le temps. Eh bien, c'est la même chose sur les déchets nucléaires. À l'échelle de temps humaine, on est capable de prendre des dispositions qui garantissent sur le très long terme le parfait confinement et la parfaite gestion des déchets nucléaires. Comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr de ça? Lorsqu'on traite les déchets nucléaires, il y a un mot qui pour moi est extrêmement important, c'est confiance. Si on ne fait confiance à rien, ni aux lois de la physique, ni entre guillemets au sens de la responsabilité des décideurs politiques, des scientifiques, des industriels, il est clair qu'il n'y a rien de possible. Si vous ne faites pas confiance à d'autres qui ont des responsabilités disjointes des vôtres et qui pourtant peuvent être amenés à prendre ces décisions qui peuvent avoir un impact sur votre propre environnement, sur les propres conditions de vie, il n'y a rien qui se passe. Écrire l'avenir s'impose de faire confiance. Pour terminer cette enquête, nous avons un dernier rendez-vous avec Hubert Reeves. Nous avions envie de demander à l'astrophysicien le plus reconnu ce qu'il pense de cette technologie qui nous engage sur 200 000 ans. Le problème du nucléaire, je dirais, c'est d'hypothéquer l'avenir. Hypothéquer l'avenir entre le moment où vous mettez un réacteur en marche et le moment où vous l'avez démantelé, il peut y avoir plus d'un siècle. Est-ce qu'un seul régime politique a pu durer un siècle? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire? Il y en a très peu. On voit aujourd'hui l'Argentine qui a été très riche à un moment donné, qui devient très pauvre, l'Union soviétique qui s'effondre. On ne peut pas parler de stabilité politique à l'échelle de 1000 ans, en tout cas. Imaginez que les Égyptiens avaient fait stocker du nucléaire. Aujourd'hui, vous voyez qui s'en occuperait. Je pense que c'est effectivement un peu délirant de penser pouvoir gérer l'avenir à des périodes comme celle-là, quand on regarde le passé de l'histoire humaine, quand on voit les changements, les bouleversements et tout ça. Pour moi, c'est un peu délirant, ça, je dois bien le reconnaître.